Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin offrant avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 14 mai 2018. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Loïc, j'espère que vous allez bien. Raymond, je suis également. Luc, Catherine, bien le bonjour, en forme. Bien écoutez, oui en forme, hein, je vais très très bien, merci. J'espère que vous allez très bien également Catherine. Bonjour à vous Gilles, son image ok, c'est parfait. Merci pour cette confirmation Gilles, Stéphane, bonjour, Didier, Edgy, Frédéric, Christian. Ouais, bien le bonjour à tous. J'en profite pour vous dire que jeudi et vendredi, je serai absent. Donc, voilà, je ne présenterai pas de point de marché jeudi, vendredi, et je serai probablement absent des réseaux sociaux. En tout cas, le service minimum. Bonjour à vous, donc Christian, Nicole, Eliane, voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Petit résumé de la séance asiatique ce matin, on a le yen, le gold qui sont à l'équilibre, voilà, en légère baisse. Le nickel et le Hang Seng qui progressent. On a plutôt une hausse des marchés actions. Au niveau du calendrier économique, vous voyez que il n'y a plus rien qui est attendu aujourd'hui. Donc ça va être une journée très très calme. Voilà, quasiment aucun mouvement est attendu. En tout cas, aucun mouvement important n'est attendu aujourd'hui. Didier qui me dit c'est bizarre, les marchés n'ont pas de mesure, le risque qui pourrait venir de l'Italie avec la cotation qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Alors c'est vrai que pour le moment il n'y a pas beaucoup de risques qui est généré par la coalition italienne qui, eh bien selon l'aboutissement pourrait être une mauvaise chose pour les projets européens. Déjà le mouvement 5 étoiles c'est un mouvement eurosceptique. La Liga du Nord, donc la grande coalition de droite, c'est plutôt pareil. Donc déjà ça ne vient pas, enfin c'est deux gouvernements, c'est deux partis qui se réunissent pour former une coalition gouvernementale, ne vont pas tirer l'Europe vers le haut, ne vont pas euh, pousser les projets européens. Donc déjà c'est pas on va dire un bon signe pour les investisseurs de la zone euro. En tout cas ça donne pas confiance, ça permet pas de renforcer la confiance. Maintenant, voilà, la coalition n'est pas encore totalement finie et selon le leader qui sera choisi parmi les deux partis, eh bien, je pense que le marché devrait réagir selon cette personne et, euh, et voilà, tout simplement. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est très très calme. Maintenant, c'est pas parce que demain il y a un, pardon un responsable gouvernemental italien qui est eurosceptique que les marchés actions vont baisser. Voilà, l'Italie, c'est la troisième puissance économique de la zone euro, c'est la quatrième de l'Union européenne. Après, donc au classement, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne. Voilà, donc les deux plus gros dans l'Union européenne, c'est l'Allemagne, enfin dans la zone euro, pardon, c'est l'Allemagne et la France. Donc l'Italie, certes, a un poids, mais je pense pas que ça va créer une aversion pour les actifs de la zone euro si on a un élu eurosceptique au gouvernement italien, tout simplement. Voilà, donc personnellement, je limite un petit peu l'impact de cette coalition qui est formée en Italie. On a vu même l'Italie exit. Vous vous souvenez quand il y a eu les tensions en décembre 2016, pendant l'automne, printemps, on a eu une euh, une euh, une consolidation et ensuite on a eu un bull market quand l'Italie a voté contre le référendum italien. Mais voilà, on n'a pas eu de baisse alors que le risque d'une sortie de l'Union européenne de l'Italie était vraiment réel. Voilà, donc personnellement, le risque italien, je le vois assez faible. Euh, Ça peut créer des conditions d'aversion à très court terme pendant quelques séances.
mais de là à menacer les actifs de la zone euro, je ne pense pas. Alors on commence tout de suite, hein, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de briefing d'actualité, étant donné qu'il n'y en a pas depuis ce matin. Voilà, c'était très très light, donc j'en ai pas noté. Donc on va commencer cette fois-ci par le FX ce matin. Je vous propose qu'on commence par le FX. Donc on a l'euro qui surperforme ce matin, rebond technique. À l'inverse, le dollar néerlandais qui est en forte baisse, qui continue sa baisse, comme vous constatez, en direction de cette oblique haussière qui a cherché les points bas de 2015 et de 2017, il me semble. Vous voyez, 2015-2017. Donc on a encore une petite marge de baisse. Donc on peut encore maintenir les convictions, les stratégies baissières sur le dollar néo-zélandais. On a le yen qui recule un petit peu ce matin. Néanmoins, le yen, je vois bien surperformer ces prochaines semaines. Donc voilà, c'est une devise qui m'intéresse de plus en plus, le yen, à l'achat. L'AUD à l'équilibre. Vous voyez que le RSI teste sa résistance de momentum qui n'a pas été dépassée depuis le début de l'année. Depuis le mois de mars. Donc voilà, c'est un timing un petit peu important pour l'AUD. Regardez la dernière fois où le RSI avait testé cette valeur, on a vu un sommet en avril, un sommet en mars. Voilà, donc il se pourrait que le momentum baisse depuis cette résistance et entraîne avec lui le prix. Donc l'euro rebond. Est-ce qu'il faut acheter l'euro? Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué étant donné qu'on a eu un signal de vente au début du mois lorsque l'indice est sorti par le bas de ce canal ascendant. Voilà, donc ce qu'on a là, c'est un rebond technique étant donné qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Qu'on avait 7 séances consécutives de baisse et vous voyez en baisse de 1,77% en l'espace de 10 séances. Donc c'est normal qu'on a ce rebond. D'ailleurs, c'est un petit Fibonacci qui permet d'avoir des seuils de retracement. Vous voyez qu'on arrive dans la zone où la probabilité d'un retour dans la tendance de fond est importante. La probabilité la plus importante, c'est entre 38 et 50%. Entre 38 et 50%, c'est la zone où le marché a le plus de chances de revenir dans la tendance. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit le moment de passer à l'achat sur l'euro. Voilà, seule indication, enfin la contre-indication pardon, qui me permettrait de passer long, c'est si on a une réintégration du canal. Dans ce cas, ça témoignerait d'un puissant momentum bullish. Et encore, regardez, on reste sous les sommets annuels qui sont vraiment très très proches. De plus, sur le graphique weekly, si on regarde un petit peu, ouais, sur le graphique weekly, on a une divergence baissière. Donc voilà, ça invite à la prudence. Pour l'exploiter personnellement, j'attends le franchissement de 50. C'est pas une règle universelle, mais voilà, j'attends le franchissement de 50. Donc ce n'est pas encore le cas. Mais si on a le franchissement de 50 avec cette divergence weekly, on pourra clairement s'attendre à un retracement de l'ordre 38 à 50% de cette tendance, ce qui veut dire un retour, vous voyez, vers cette zone de prix. Alors c'est pas tradable cet indice, mais ça donne une indication, un petit peu une image de ce qu'on pourrait s'attendre sur l'euro-dollar, voire même par exemple l'euro-yen. L'euro-yen qui pourrait être une belle paire à shorter sur du moyen terme si on a l'euro qui valide cette divergence baissière. Voilà, si le RSI passe sous 50, on pourra clairement vendre l'euro-dollar jusqu'à 1,15. L'euro-yen que nous allons voir dans un petit instant, on pourra le vendre, vous voyez, ça remettra en cause toute cette tendance haussière. On pourra clairement le vendre jusqu'à 125. Mais pour un moment, prudence. Je pense que l'euro-dollar va revenir à 1,20. À savoir que Barclays, ils sont à la vente depuis les 1,21. Les 1,21 et ils ont un stop aux alentours des 1,21 également. Ouais, donc on a pas mal en tout cas on a Barclays et quelques banques qui sont à la vente et qui short jusqu'à 1,16. Barclays ils visent les 1,16 sur l'euro-dollar pour d'ici le troisième trimestre. Personnellement, je pense que le bull market du dollar va continuer jusqu'à cet été et dès cet été,
voilà, la tendance haussière du dollar devrait clairement s'atténuer, voire même baisser. Donc là, on a une petite correction sur le DXY, ce qui est normal. Encore une fois, on a eu, à l'inverse de l'euro index, on a eu une hausse de 22 jours. Le DXY qui a pris 5% quasiment. Le DXY, c'est un indice, hein, donc c'est quand même important, 5%. Donc on peut s'attendre pareil à un retracement de l'ordre de 38 à 50% de cette tendance. Ce qui voudrait dire, vous voyez, un retour au gap, ce qui me semble plutôt cohérent. Donc mécaniquement, ça devrait faire remonter un petit peu l'euro-dollar et toutes les paires majeures. En clair, cette semaine, on va probablement avoir un inversement des tendances qu'on a connues la semaine dernière. Donc l'euro-dollar bouge jusqu'à 1,20, voire même la moyenne mobile à 200 jours. Le GBP-USD, probablement un retour à 1,37, très probablement. Hein. Le NZD, je le shorterai pas parce que c'est quand même la devise qui sous-performe le plus depuis le début du mois, depuis plusieurs semaines. Donc voilà, NZD, ça pourrait être la seule exception à ne pas payer face au dollar US. Mais donc NZD, je resterai plutôt neutre. L'USD-CHF baisse. Voilà. On peut pourquoi pas s'attendre à la baisse jusqu'à cette oblique. Donc vers les 0,98, 0,99. L'USDN 110. Plus le cours travaille 110 et plus je me dis que ça pourrait être un excellent prix de vente à moyen long terme. Quand je dis moyen long terme, c'est vraiment viser les 100. Hein. Je ne serais pas surpris si dans 3 mois, l'USD-Yen est à 100. Voilà, pour moi, l'USD-Yen, ça pourrait être une tendance baissière à l'image de la tendance haussière qu'on a connue sur l'euro-dollar en 2017. Ouais, cette phase, je pense qu'on pourrait retrouver la même sur l'USD-Yen depuis les 110 jusqu'à 100. Voilà, donc je surveille de très près. Qu'est-ce que je surveille de très près sur l'USD-Yen? Je surveille surtout ce Yen Index, qui pour le moment n'émet pas de signaux bullish sur du moyen terme, quoique on a le RSI qui rebondit sur 50, mais pour le moment, vous voyez, on n'a pas de, voilà, on n'a rien d'important, rien de conséquent sur le Yen Index, mais dès qu'on aura quelque chose de, un signal, tout simplement, eh bien, on pourra passer long sur le Yen face au dollar. Donc, je pense que l'USD-Yen va consolider vers les prix actuels. 110, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Donc, si on a un retour à 110, ça pourrait être une opportunité pour passer à la vente, clairement. Je pourrais clairement passer vendeur à 110. On a des momentum qui s'affaiblit. On a des chandeliers, des corps qui sont de plus en plus petits, voire même des doji, des mèches qui sont de plus en plus grandes. Donc c'est clairement un essoufflement de la tendance. Le RSI qui est à 50, sans réelle direction dorénavant. Donc voilà, 110. Je surveille de très près encore une fois, mais ça pourrait être une bonne opportunité de vente. Catherine qui me demande l'USD-CHF dans les semaines à venir. Et alors, dans les semaines à venir, l'USD-CHF, je le vois bien revenir à 0,98. Regardez le CHF Index. CHF Index, en weekly, le RSI qui est à un plus bas depuis mars 2015, tout comme le prix, RSI plus bas depuis novembre 2015, le prix un plus bas depuis mars 2015. Donc on est dans une zone de prix où tout peut se jouer. Et regardez, en daily, on a la divergence qui commence à se former. On a un prix qui est à plat et le momentum qui est bullish. Donc ça diverge. C'est pas encore le moment d'exploiter cette divergence. Comme vous le savez, j'attends, lorsqu'il y a une divergence, que le RSI franchit 50, que le momentum passe en territoire bullish si c'est une divergence haussière et bearish si c'est une divergence baissière. Donc si on a le RSI qui franchit 50, ça pourrait être le signal d'achat sur le CHF. Donc l'USD-CHF, personnellement, je le traite pas encore à la vente. Mais si, voilà, dans quelques séances, on a le RSI du CHF Index qui est au-dessus de 50 et le dollar qui a toujours du mal qui consolide ou même qui retrace, je pourrais clairement passer à l'achat sur le franc suisse et donc vendre l'USD-CHF. Voilà, donc l'USD-CHF dans les semaines à venir, Catherine, je suis plutôt baissier en direction des 0,98. Je suis ce matin à l'achat sur USD Yen avec un objectif à 109,80 pour aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Alors oui, Didier, pourquoi pas? Alors en intraday, en swing, honnêtement, je pense que l'USD Yen va revenir tester 110 quelques fois d'ici cet été. Donc voilà, si ce n'est pas atteint en intraday, ce sera très probablement atteint cette semaine.
Donc, voilà, pour l'AUD. Alors l'AUD, encore une fois, c'est assez compliqué parce que voilà, l'AUD Index, si on le regarde, on regarde en weekly. En ce moment, en weekly, on a cette oblique de très long terme, hein. Très long terme, et là, regardez. On a des tests pendant la semaine, pendant les semaines, on a des tests de cette oblique, mais finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests, on n'a pas de franchissement de celle-ci. On n'a pas de franchissement de celle-ci, on a un momentum qui est haussier. Euh, voilà, patience. L'AUD, ça pourrait être une devise qui pourrait continuer à être sous pression encore plusieurs semaines, comme elle pourrait vraiment être la devise qui pourrait surperformer avec le yen ces prochaines semaines. Je pense qu'encore une fois, comme vous le savez, le catalyseur qui manque pour que l'AUD surperforme, c'est un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. S'il y a un accord commercial, je pense honnêtement que l'AUD va progresser parce que pour le moment le marché n'a pas du tout n'anticipe pas du tout d'accord entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a pas de spéculation là-dessus. Donc le marché n'est pas prêt. Donc si par exemple demain on a une annonce comme quoi il y a une avancée majeure dans les négociations, l'AUD sera la devise qui profitera le plus de cette annonce. Voilà, donc l'AUD, je reste vraiment très patient, prudent même, parce que voilà, rien ne garantit qu'on aura un accord commercial qui sera signé. Mais voilà, je surveille de très près parce que c'est une devise, comme vous le savez, hein, ceux qui me suivent depuis les fidèles auditeurs, eh bien, ça fait quand même pas mal de semaines qu'on surveille la UD, ça fait un mois à peu près, hein, mais, voire même plus, hein. Donc voilà, donc Euro JBP, on voit ce matin, c'est les deux devises qui surperforment le plus. Forcément, le dollar est en baisse, donc dès que le dollar est en baisse, on a généralement les devises européennes qui surperforment. Euh, et à l'inverse, le NZD qui est en baisse. Donc JBP NZD, pardon, excusez-moi, JBP NZD, Euro NZD, ça pourrait être des paires intéressantes. Donc GBP NZD, je pense ça peut se payer en direction des deux. Pourquoi? Eh bien, même si le GBP consolide, rien que la baisse du dollar néerlandais devrait pousser le GBP NZD vers le haut, tout comme l'euro NZD à court terme. L'euro NZD devrait tendre vers les 1,75, ces sommets de novembre. L'euro UD qu'on surveille depuis la semaine dernière rebondissait ce matin légèrement. On a toujours cette oblique qui n'a pas été dépassée. Dès qu'elle sera dépassée, ça sera un signal baissier sur l'euro UD. L'euro CHF, consolidation entre 1,1833 et 1,2. En attendant tout simplement une nouvelle direction. Je pense que dans le fond, de toute façon, l'euro va surperformer, mais à court terme, dans ces prochaines semaines, je vois bien le franc suisse vraiment dominer l'euro et donc avoir un retour de l'euro CHF à 1,18. Ça me semble possible. Parce que si le CHF index rebondit, si on a cette divergence si on a le RSI qui franchit 50, le prix rebondit, on aura clairement le franc à payer. Ce sera la devise à payer face à l'euro ou au dollar. Un mot sur le CAD. Alors l'USD CAD, personnellement, je reste à moyen terme dans un scénario de range. Voilà, le bas cette oblique, elle semble intéressante à payer. C'est la moyenne mobile à 200 jours, c'est également la moyenne mobile à 100 jours. Voilà, donc cette zone
vers les 1,26, 1,26,50, pardon, 1,26,50, oui, ça me semble être un bon point d'entrée pour viser les 1,30. Si on regarde le CAD Index en weekly, regardez, cette oblique baissière qui a cherché les points hauts depuis l'automne, et vous voyez, a été testée la semaine dernière. Donc il faudra surveiller. Si on a un chandelier baissier, on peut avoir une shooting star en weekly ou evening star qui pourrait être formée vendredi à la clôture. Mais voilà, donc le chandelier de comment dire de cette semaine sera particulièrement important. À noter qu'on a un RSI bullish, parce qu'il est au-dessus de 50. Voilà. Mais donc le CAD, vous voyez qu'il est proche de résistance. Non seulement cette oblique avec en pointillé, mais également cette oblique baissière qui a cherché tous les points hauts depuis 2010. Et voilà, tout simplement. Et on a aussi cette oblique de 3 points de contact. Vous voyez. Donc là, on est dans une zone de résistance. Donc si on a une clôture au-dessus de ces résistances, ce sera un signal extrêmement haussier. Dans ce cas, ce sera possible de payer le CAD face au dollar US. Donc en clair, viser un retour jusqu'à 1,21 de l'USD CAD. Mais tant qu'il est sous résistance, ma perspective haussière du CAD est assez limitée. À noter que la Maison Blanche a indiqué la semaine dernière que les renégociations de l'ALENA doivent se terminer le 17 mai, donc jeudi. Jeudi, normalement, les renégociations seront bouclées et on aura un accord qui sera conclu, a priori. Voilà, rien n'est garanti, mais c'est en tout cas ce qu'a annoncé la Maison Blanche la semaine dernière. Donc le CAD, à mon avis, va, comme le peso mexicain, hein, très probablement, ils vont tous les deux consolider en attendant cette annonce. Alors vous voyez que, sauf exprès, j'ai cliqué là-dessus. Donc le DAX, du coup, c'est plus trié. DAX, Allemagne. Ah, donc je suis en journalier, 13 000. 13 000, le marché pourrait prendre une partie des bénéfices. Vous voyez que le marché avance par palier. 13 000 points, c'est pas un seuil qui est comment dire, euh, standard, normal. C'est un seuil psychologique, c'est un chiffre rond. Regardez 12 005, l'effet qu'a eu ce seuil psychologique sur le marché. On a eu certes un breakout une fois qu'il avait été franchi, mais ensuite on a eu une consolidation qui avait duré 2 semaines. Je pense qu'on peut s'attendre à ce genre de scénario tant que le RSI, que le momentum respire un petit peu, qu'il y a quelques prises de bénéfices, parce que pour le moment, concrètement, les indices européens, si on regarde l'Eurostoxx, 50, c'est une progression linéaire depuis le début du mois, depuis la fin du mois de mars. L'Eurostoxx 50 qui a pris 10%, en l'espace de 2 mois. 2 mois, 10%, c'est quand même un bon rendement. Donc je ne serais pas surpris si on a une consolidation, une petite respiration même des indices européens. Donc je vois bien l'Eurostoxx d'ici la fin du mois tendre vers les 3500 points. Et donc le DAX consolidé. Parce que le DAX devrait tout de même surperformer. Donc ça ne veut pas dire qu'il va être haussier, c'est-à-dire simplement qu'il va faire une meilleure performance que le CAC. Donc si le CAC baisse de 5%, mais que le DAX baisse de 2%, eh bien le DAX surperformera tout de même le CAC 40. On regarde notre force relative CAC 40 DAX. CAC 40. CAC 40 DAX, la divergence en journalier, sur une unité en journalière, pardon. Vous voyez cette marge de progression. On a un fort niveau de support depuis le début 2017 par ici. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une surperformance du DAX jusqu'à un retour de cette courbe et bien en point bas, simplement au support de 2017. Donc cette surperformance ne veut pas forcément dire que le DAX va être haussier. Donc voilà, le DAX, je pense qu'on va avoir une consolidation vers 13 000 points cette semaine.
L'Eurostoxx va probablement tendre vers les 3500 parce que le CAC va probablement reculer, à l'inverse du DAX qui va consolider. Voilà, le CAC 40, je vois bien revenir vers les légèrement en dessous des 5500 points. Donc déjà 5500, ce qui fait un petit pourcent, et, euh, et revenir pourquoi pas légèrement en dessous. Et donc le DAX, les bornes intraday, donc on a les points pivots hein, que vous pouvez ajouter, et donc la clôture de la semaine, là la clôture, ah oui, à 12 988 points, le plus bas, le plus haut, enfin pardon plus bas, c'était le prix d'ouverture, et là vous voyez vous avez des bornes. Donc les 13 054, ça se vend. Ça se vend parce que ce matin on a un euro-dollar qui prend quand même 0,24%. Et on a un pétrole qui est en baisse. Pétrole, vous voyez brut, moins 0,38. Et le Brent qui est là, moins 0,45. Donc on n'a pas vraiment de catalyseur ce matin qui justifierait une hausse. Donc en intraday, les marchés actions européens se vendent, tout simplement. On passe sur Wall Street. Donc Wall Street, euh, alors l'US 500. Alors avant toute chose, j'aimerais regarder. Ça fait longtemps que je pas regardé force relative Nasdaq, S&P et Russell 2000. S&P, pourquoi? Vous savez que le S&P c'est le benchmark, le Russell 2000 c'est les plus petites des mid cap. Alors le S&P c'est plutôt c'est les grosses et mid cap. Donc ça permet de voir lesquels qu'est-ce que tirent les indices, enfin quels sont les secteurs et quelles sont les valeurs qui surperforment. Donc c'est un petit peu général de comparer des indices. Hein, c'est pas ces indices qui vont nous permettre de savoir quelle action surperforme, mais déjà on peut regarder le Nasdaq, NDX versus S&P. Voilà, donc Nasdaq qui surperforme hein, de loin, hein, vous voyez, d'un point de vue historique. Mais à court terme, vous voyez, c'est le Nasdaq qui surperforme depuis le point bas qui a été effectué le 4 avril. Et sinon, donc Russell 2000, divisé par S&P pour savoir si c'est plutôt les mid cap ou les grosses cap qui tirent les indices. Et là, donc Russell 2000, on peut voir quand même qu'on a pareil une surperformance du Russell 2000 euh, par rapport au S&P 500. Donc, alors par contre, excusez-moi, on va regarder le Russell 2000 qui m'a l'air plus intéressant, la force relative. A priori, on peut faire une analyse technique. Donc on a breakout de cette trendline. Donc on a déjà le sommet, vous voyez, de 2017. Sommet de 2017, oui, c'est ça. Sommet 17. À noter que vous voyez, regardez, pendant l'élection de Donald Trump, on a le Russell 2000 qui avait surperformé le S&P. On avait les moyennes cap. Donc les moyennes cap, c'est plus sur quelle est la différence entre les moyennes cap et les larges cap. Alors, là c'est la capitalisation boursière bien évidemment, mais les mid cap, ça va plus se concentrer sur la consommation domestique parce qu'elles exportent moins les moyennes entreprises que les grosses cap comme Apple ou vous voyez un IBM, Google, ouais, vous voyez, ces entreprises-là sont beaucoup plus tournées sur l'international alors que les moyennes capitalisations boursières sont beaucoup plus tournées vers bien le commerce domestique et ça c'est valable pas seulement pour les entreprises américaines mais également européennes. Les moyennes capitalisations
européennes sont beaucoup plus tournées sur la consommation ou les services en Europe plutôt que en Asie ou aux États-Unis. Alors que Total, etc., bien évidemment, ont une part non négligeable de leur chiffre d'affaires réalisé dans l'Europe, mais ils sont également extrêmement présents dans le monde entier. Voilà, donc Donald Trump qui avait promis une baisse d'impôts, etc., donc ce qui était favorable pour les producteurs, les entreprises locales, eh bien, vous voyez, avait permis aux Russia 2000 de surperformer. Mais donc là, bref, depuis mois de mars, on a Bruxelles qui surperforme, Levertech également, donc Nasdaq intéressant, Nasdaq 100 intéressant à payer, parce que dans Nasdaq 100, il n'y a pas que des grosses capitalisations boursières, alors que dans le dos, c'est exclusivement des grosses capitalisations boursières. Et si on met RUT, TJA, vous voyez, Russell 2000 Dow Jones. Dow Jones, c'est les plus grosses, enfin pas les plus grosses, mais c'est des grosses capitalisations boursières américaines. Eh bien, vous voyez que le Russell 2000 également surperforme. Donc, il faut plutôt se concentrer soit sur les mid-cap, donc des indices mid-cap Russell 2000, ou alors sur les Vertech. Ça semble plus intéressant en tout cas que le S&P ou le Dow Jones. Donc voilà. Et c'est pas ce qui est uniquement très intéressant, mais c'est également, ça veut dire que c'est les mid-cap et les tech qui tirent les indices vers le haut, qui tirent les indices américains. Donc au S&P, on a eu le breakout au-dessus des 2718, ce qui est une bonne chose, breakout journalier mais également hebdomadaire, au-dessus du sommet d'avril. Donc là, on peut clairement viser 2800 qui est le nouveau, enfin l'ancien sommet, c'est le sommet du mois de mars, avant les plus hauts historiques à 2800, 2900 à peu près. Voilà, donc là c'est perspective haussière jusqu'à 2800. Le Nasdaq, on peut d'ores et déjà viser les précédents records historiques. Donc Nasdaq, les 7186 se visent, hein, clairement. Donc voilà, Nasdaq, direction les sommets, et on l'a vu le Dow Jones qui sous-performe encore plus que le S&P, hein, a priori. Regardons cela. Dow Jones S&P, oui, Dow Jones. Depuis la mi-janvier, Dow Jones qui sous-performe. Voilà, Dow Jones qui sous-performe, donc c'est probablement le dernier indice américain à acheter parmi les majeurs, bien évidemment, pour le moment. Regardons le Dow Jones. Wall Street. Wall Street qui a également, Dow Jones qui a également dépassé ses sommets d'avril. Et donc là, on a un sommet, vous voyez, mois de mars, mois de février. Donc on a beaucoup plus de résistance avant les plus hauts. Donc Dow Jones, 25 500 points, puis 26 000 points, tout simplement. Alors j'ai une question sur les élections, enfin l'impact italien. Incidence Italie sur indice européen et euro-dollar. Donc Loïc, comme je l'ai dit un petit peu au début du webinaire, donc en clair, c'est important ce qui se passe en Italie. Maintenant, est-ce que ça va affecter la zone euro? Je ne pense pas, parce que le risque d'une sortie de l'Italie de l'Union européenne est assez limité. Alors certes, ça va pas être un moteur de l'Union européenne, dans tous les cas, on le sait, étant donné que les deux partis qui doivent former une coalition sont tous les deux eurosceptiques. Voilà. Donc c'est pas eux qui vont, ça va pas être un facteur de soutien pour la zone euro, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va être le catalyseur qui va faire replier l'euro à 1,15? Non. Est-ce que ça va être un catalyseur qui va affecter les indices européens? Non. Regardez, si on regarde le spread, si on regarde déjà le MIB, pardon, on regarde le MIB italien, donc Italie, le MIB, vous voyez, il a dépassé ses sommets annuels. Donc si c'était un risque, on n'aurait pas cette performance. Donc pour le moment, le marché ne juge pas que ça soit un risque. Pourquoi? Parce que pour le moment, le couple franco-allemagne semble
plutôt satisfaire les marchés. C'est clair que s'il n'y avait pas de leadership, la situation en Italie serait au premier plan et bien évidemment inquiéterait les marchés. Mais là, on peut voir que depuis le début 2017, on a le spread qui est contenu. Et on n'a pas de sortie, on n'a pas vraiment de situation délicate, en tout cas sur le spread. Donc pour le moment, en tout cas pour le moment, le marché n'est pas inquiet plus que cela. La preuve sur les spreads obligataires, mais également sur les marchés actions. Et je pense que si on aura de toute façon, le marché le sait, les deux parties ne sont pas sont eurosceptiques, donc on n'aura pas de Premier ministre italien qui sera pro-européen. Le marché en est conscient, donc à part si on a le risque d'une sortie de l'Italie de l'Union européenne, je ne pense pas que le marché va être impacté par la situation en Italie. Alors, Raymond qui demande est-ce que vous faites aussi des webinaires qui montrent comment créer les indices des devises sur la plateforme? Sinon, où peut-on en trouver? Alors, non, je n'ai pas fait de webinaire. Je peux vous envoyer les formules si vous voulez. Je peux vous envoyer les formules. Alors, je vais vous envoyer une. Et ensuite, vous aurez juste à remplacer les valeurs. C'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Je vais vous envoyer à tous. Donc, j'ouvrirai un bloc-notes. J'ouvre un bloc-notes. Et en fait, vous voyez que c'est GBP euro plus GBP USD plus GBP CAD. En fait, c'est le GBP face à toutes les autres devises majeures. Le yen, on divise par 100. Pourquoi? Parce que vous savez que sur les paires en yen, il n'y a que 2 décimales, alors que sur toutes les autres, il y en a 4. Donc si on divise par 100, du coup, le yen a 4 décimales, ce qui permet d'avoir une pondération plutôt équitable. Et ensuite, on divise le tout par 7 parce qu'il y a 7 paires. Voilà. Donc si par exemple, on vient faire l'indice pour l'AUD, on va faire AUD, euro, AUD, USD, etc., etc. À un bout d'un moment, il y aura AUD, AUD. Donc là, forcément, vous mettez AUD, GBP. Il faut toujours commencer par la devise dont vous voulez faire l'index. Si vous voulez faire l'index de l'AUD, commencez par AUD. Même si la paire c'est euro-UD, vous écrivez AUD euro. Voilà, ça va faire tout simplement l'inverse. Donc voilà, AUD, AUD, etc., etc. Donc vous faites par rapport à toutes les autres devises. Pour le yen, pour un indice yen, il n'y aura pas besoin de diviser par 100, étant donné que tous les paires en yen, c'est 2 décimales. Donc vous n'aurez pas besoin de diviser par 100, parce que ce sera yen euro, yen dollar, yen CAD, yen NZD, etc., etc. Mais sur toutes les autres devises, vous aurez besoin de diviser par 100 si vous mettez le yen en deuxième devise. Voilà, tout simplement. Hop. Un petit mot sur l'or, donc je viens sur les matières premières. Didier qui me demande, l'Italie risque de freiner considérablement les réformes pour les pays de la zone euro et donc pour les élections européennes pour arriver à propulser dans toute l'Europe des partis populistes. Alors oui, c'est vrai, hein. Comme c'est vrai que ça va être un frein. Maintenant, je pense que les investisseurs sont beaucoup plus euh, concentrés sur les propositions de la zone euro et surtout de la France et l'Allemagne, parce que la France et l'Allemagne, c'est 50% du PIB de la zone euro. Donc c'est presque une majorité. Si la France et l'Allemagne, comment dire, euh, sont, sont d'accord, il y aura d'autres pays qui vont s'intégrer, comme l'Espagne par exemple. S'il y a le trinôme Espagne, France, Allemagne, l'Italie, ça a beau être la troisième puissance économique, c'est pas elle qui empêchera les réformes. Bien sûr, c'est clair que si l'Italie serait derrière également, serait pour l'Europe, enfin, aurait un gouvernement pro-européen, bien évidemment, ça accélérerait les choses. Mais, étant donné que pour un moment, France, Allemagne semblent tous les deux avoir des projets de renforcement de la zone euro, il y a bien évidemment d'autres pays de la zone euro qui vont se soutenir les projets franco-allemands. Et donc l'Italie sera beau être un frein, ça ne va pas empêcher la zone euro de progresser. Je ne pense pas en tout cas.
Alors Stéphane qui me dit il faut TradingView en version complète, je ne pense pas que ce soit possible sur la plateforme IG. Alors TradingView, moi c'est la version gratuite, hein, j'ai pas de version complète. Et non, c'est pas possible sur la plateforme IG pour le moment. Pour le moment, voilà, j'essaye de convaincre un petit peu les enfin l'entreprise voilà de proposer ces indices parce que je sais ces indices intéressent pas mal de personnes, dont moi en tout cas. Et pour l'analyse, c'est pas quelque chose qui est inutile. Donc voilà, peut-être à terme, peut-être dans quelques mois, on aura quelques indices. Ce n'est pas impossible. Voilà. Didier qui me dit la France et l'Allemagne la semaine dernière ont montré pas mal de désaccords, donc ce n'est pas gagné par zone euro. Alors oui, c'est clair, hein, c'est pas non plus les bisounours entre les deux, mais en tout cas, voilà, en tout cas, on a deux gouvernements qui sont pour l'Europe, en tout cas beaucoup plus que ce l'était il y a 2 ans. Donc on a en tout cas comment dire, une synergie qui donne confiance au marché. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important pour les marchés, bien évidemment. Alors donc les matières premières, l'or, 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 l'or. Est-ce que on vend l'or? Non, non. Même si voilà, j'ai dit que la semaine dernière 1320 c'était intéressant. Étant donné que le Dixie, voilà, je pense que ça va être une semaine de transition pour le Dixie, de prise de bénéfices. L'or a des chances de progresser. Il a des chances de progresser jusqu'à 1330. Donc ce n'est pas encore le moment de vendre. Même si on est sur une zone de résistance plutôt intéressante, étant donné que c'était le prix de clôture vendredi, c'était le prix de clôture jeudi, le RSI sous 50, donc teste une résistance. Donc on est sur une résistance de court terme assez intéressante, mais vu que le Dixie, je suis plutôt neutre, voire baissier à court terme, très court terme, euh, je n'exclus pas la possibilité que l'or tende vers 1330 cette semaine, ces prochaines séances. Et pour le brut, le Brent, eh bien, il semblerait qu'il y ait un début de prise de bénéfice. Donc Brent, retour à 75 et le brut à 70. Le brut que je vais trouver. Voilà, le brut, 70 on y est déjà. Donc on peut clairement s'attendre à ce que le Brent semble beaucoup plus intéressant à shorter à court terme. Donc le Brent short jusqu'à 75 $. Voilà, c'est plus que intéressant. Ce qui fait à peu près, voilà, combien de pips alors? Ça fait 150 pips. 150 pips pour le Brent. Voilà pour ce point de marché, moi je n'ai plus rien à rajouter, je fais pas le point de crypto étant donné que j'en ferai un à 13h heure française aujourd'hui. Voilà, point de marché spécial crypto-monnaie à 13h. N'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Et écoutez, je vous souhaite une excellente matinée. Pour ceux que je ne trouverai pas à 13h, eh bien, bonne journée. À demain pour mon prochain point de marché. Et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, par email. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Bonne journée à vous et à demain.